je voudrais vous proposer quelques réflexions sur ce que sont les virus, d'où le titre. Notre vision des virus est-elle la bonne? Quand on propose ce genre de titre, vous imaginez que ma réponse va plutôt être non. Donc la vision actuelle, elle est assez négative. C'est la vision donnée par les maladies dues au virus. Et c'est surtout la vision des virus sous la forme de leurs particules virales, ce qu'on appelle le virion, la grosse boule pleine d'épines, et que vous avez vu tout au long des 2 jours pour représenter le Covid et tous les virus en général. Donc cette vision, effectivement, des virus, elle ne s'est pas arrangée dans la dernière période avec cette pandémie. Et toujours, on voit représenter effectivement le virus par ce virion. Alors, cette représentation du virus par la particule virale, elle a des racines historiques, puisqu'en fait, lorsque les virus ont été découverts au 19e siècle, en fait, ce qui a été découvert, c'est les particules virales qui étaient capables de traverser un filtre de porcelaine alors que les bactéries étaient retenues, et qui étaient capables d'infecter, dans le cas du virus de la mosaïque du tabac, des nouvelles feuilles de tabac. Donc, depuis cette époque, effectivement, les virus sont confondus avec leurs virions, ce que j'appelle le paradigme virus égale virion. Et ce paradigme a pas mal de conséquences, à mon sens. En fait, si on assimile les virus et leurs virions, on considère qu'ils ne sont pas vivants, c'est évident, ce sont des complexes macromoléculaires, et du coup, on a tendance à sous-estimer leur importance, surtout lorsqu'on n'est pas en période de pandémie. Alors, par exemple, si on prend le cas de la galerie de l'évolution au muséum, j'ai cherché où étaient les virus, je les ai finalement trouvés dans un petit recoin du rez-de-chaussée, avec 2 posters, point final, nous indiquant que le virus n'est pas une cellule, mais une particule bien plus simple, et que les virus sont de simples particules biologiques, un assemblage de quelques gènes. On verra tout à l'heure que certains virus ont plus de gènes que certaines bactéries, plusieurs milliers, 1 ou 2000 gènes. Donc on voit qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire du côté du muséum pour présenter les virus de façon un peu plus scientifique. Alors ça a des conséquences, le fait de considérer les virus comme inertes, ça pourrait expliquer peut-être pourquoi pendant un certain temps, les politiciens ou certains médecins sur les plateaux télé n'ont pas voulu reconnaître que les virus mutaient. Là, c'est un travail auquel j'ai un petit peu participé de l'IH de Marseille, de Philippe Colson, sur l'évolution du variant Marseille 4, qui a été responsable de l'épidémie de Covid en France à l'automne 2020, et qui est passé inaperçu dans les médias, puisqu'il a fallu attendre en fait que les Anglais parlent de variants, le variant alpha, pour qu'on commence à reconnaître qu'il y ait des variants. Ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent, j'ai remarqué en science, tant que les anglo-saxons n'ont pas annoncé une découverte ou annoncé un concept, eh bien, on n'en parle pas, et dès qu'ils l'ont annoncé, là, il faut que tout le monde travaille dessus. De même, par exemple, la vision un peu simpliste de la protéine spike, qui est vue comme une clé permettant au virus d'entrer dans les cellules. Et ça, c'est un travail de l'Institut Pasteur, également avec l'université ici, qui ont montré que la protéine spike est capable également d'entraîner des fusions cellulaires et donc de provoquer la formation de syncytium dans les organismes. On sous-estime souvent la puissance que peuvent avoir les virus pour leur capacité à modifier la physiologie de leurs hôtes. Ça, c'est un article qui m'a particulièrement impressionné il y a quelques années, où les auteurs ont montré qu'en exprimant un seul gène d'un virus, d'un ARN responsable de la maladie qu'on appelle la nervure jaune nécrotique de la betterave, en fait, en introduisant un seul gène, une petite protéine de 25 000 Dalton dans cet organisme, eh bien, on aboutissait à la modification de l'expression d'environ 1000 gènes et à des phénotypes spectaculaires comme la formation de racines branchées. Alors, la question, c'est donc, est-ce que ce virion, est-ce que c'est vraiment le virus? Alors, c'est depuis assez longtemps, en fait, quelques personnes se sont opposées à cette vision. Les premières dont j'ai entendu parler, c'est Claudiu Bandia, une Américaine qui travaille au CDC, qui a écrit en 2003 dans un papier dans le Journal of Theoretical Biology, qui m'a beaucoup influencé dans mon intérêt pour les virus, que la phase vivante du virus, c'est la phase intracellulaire de son cycle. Et beaucoup plus récemment, Jean-Michel, qui est parti maintenant, je crois, mais je lui enverrai le diaporama, Jean-Michel a publié un papier très intéressant dans Genome Biology, dans lequel il a écrit que le virus, c'était en fait l'usine virale. Donc, il était influencé par la découverte du mimivirus
à laquelle il avait participé en séquençant son génome. Et donc, il a conclu ce papier en disant maintenant, le virus, ce n'est pas le virion, c'est l'usine virale. Et confondre les virus avec leurs virions, c'est comme confondre les hommes avec leurs spermatozoïdes. Donc, en fait, le virion étant la graine du virus. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le virus? Alors, est-ce que les scientifiques confondent-ils vraiment les virus avec leur vision? Donc, on pourrait dire, peut-être que c'est un peu exagéré, je dirais non et oui. C'est intéressant, j'ai trouvé ça dans une revue, vraiment très très bonne revue de Jacob et Woolman en 1961. À un moment donné, ils expliquent que le virus existe sous 3 formes. La forme infectieuse extracellulaire, donc le virion, la forme végétative d'état autonome de réplication et l'état proviral. Donc là, on dit, bon, c'est très bien. Et puis, un peu plus loin, dans le même article, il continue, le virus peut être considéré comme un élément génétique enfermé dans une coque protéique. Donc, en fait, il résume finalement l'identité du virus à l'un des 3 états seulement qu'ils avaient précédemment mis en avant. On peut remarquer également que lorsqu'André Wolf a dit une grande différence entre les cellules et les virus, c'est que les virus n'ont qu'un seul type d'acide nucléique, ARN ou ADN, alors que les cellules ont les 2 types, ADN et ARN. Eh bien, il oublie au passage que les virus à ADN ont également de l'ARN messager, qui leur appartient, comme l'ARN messager appartient aux cellules à ADN. Donc, en fait, cette phrase d'André Wolf, qui a souvent été reprise, n'est valable que dans le cadre du paradigme où le virus est assimilé au virion. Et il y a d'autres indices. Lorsque un virus infecte une bactérie et que l'on regarde le cycle lytique, à un moment donné, on ne voit plus le virion, donc le virion a disparu puisqu'il a injecté son matériel génétique. On ne voit pas encore les nouveaux virions. On parle de phase d'éclipse. Le virus est éclipsé, on ne le voit plus. Encore une fois, ça indique bien qu'on considère que le virus, c'est le virion. Et puis, si on reprend la phrase de Jacob et Woolman, enfin les 3 états de Jacob et Woolman, on voit que la phase intracellulaire de vie du virus est appelée état végétatif de réplication autonome. État végétatif, c'est un peu négatif, ce n'est pas vraiment vivant. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'indices qui nous montrent que, même si bien sûr les scientifiques savent que les virus se répliquent dans les cellules, eh bien, ils considèrent que cette phase, ce n'est pas vraiment elle qui caractérise le virus. Alors que pour Claudiu Bandia et pour Jean-Michel Clavry, c'était vraiment cette phase qui caractérise le virus. Alors, le problème avec la définition de Jean-Michel, c'est que cette notion d'usine virale, en fait, elle est surtout valable pour les virus qui infectent les cellules eucaryotes. Effectivement, ces cellules ont tendance à former des usines virales, des mini-noyaux dans les cellules eucaryotes infectées. Par contre, les cellules qui infectent les virus qui infectent les bactéries ou les virus qui infectent les archées, on ne voit pas vraiment d'usine virale. Donc maintenant, certains chercheurs arrivent à trouver des localisations précises et une complexité dans l'organisation de la cellule infectée, mais en gros, on n'a pas l'équivalent de la grosse usine virale faite par le mimivirus. Alors, en lisant un papier de Wolf datant de 61, j'ai trouvé cette phrase de Wolf, le virus transforme la cellule en une usine virale. Alors, bien sûr, j'ai rapproché ça de ce qu'avait dit Jean-Michel Clavry, le virus est l'usine virale. Donc, si vous remplacez usine virale dans la phrase de Wolf par virus, vous avez le virus transforme la cellule en virus. Donc, en fait, la cellule infectée devient le véritable organisme viral. Ça peut aller loin. Après, on peut se demander, effectivement, si une fois qu'on est infecté par un virus, est-ce qu'en partie, on ne devient pas nous-mêmes un virus? Voilà, donc j'ai proposé, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, le concept de cellule virale, virocell, pour dire que le virus transformait la cellule infectée, une bactérie, un eucaryote, une archée, en cellule virale. Alors avec des subtilités, pour ceux qui connaissent bien sûr la virologie, on a des ribovirocelles, puisque parfois le virus et la cellule continuent de coexister en symbiose pendant des périodes plus ou moins longues. Alors, ça, c'était un petit peu pour justifier cette idée. Là, l'exemple, c'est une bactérie qui est transformée en cellule virale. On voit que très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, le virus détruit complètement le génome de la bactérie. Donc, finalement, à la fin, on a une cellule dans laquelle on n'a que du génome viral. Souvent, le virus code pour des protéines qui modifient
la structure de la membrane, qui modifie le métabolisme, j'y reviendrai. Donc, en fait, on a une transformation complète de la cellule. Est-ce qu'on peut toujours parler de bactéries alors qu'on n'a plus de gènes bactériens à l'intérieur de cette cellule? Idem pour un virus ARN affectant une cellule eucaryote. On voit que dans la vision classique, le virus et le virion, à la fin, on a un nouveau virus. En fait, dans la vision de la cellule virale, ici, on a la cellule virale, et à la fin, on a de nouveaux virions, on n'a pas un nouveau virus. Alors, toujours pour illustrer un petit peu ce concept, on voit ici un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est l'idée, ça nous montre ce qui se passe lorsque des cellules d'un tissu épithélial en rouge sont infectées par le virus de la vaccine. Eh bien, on voit que les cellules infectées par le virus de la vaccine sont en vert. Les cellules changent complètement de comportement. Au lieu de permettre la formation d'un tissu bien ordonné, eh bien, elles déconstruisent le tissu de façon à créer des tunnels qui vont permettre justement aux virions de se répandre à l'intérieur de l'organisme. Donc, en fait, on a maintenant des cellules qui ne travaillent plus pour l'organisme, ce que l'on attend de nos cellules, hein, qu'elles travaillent pour nous, mais elles travaillent pour le virus. Et en fait, si ce sont elles-mêmes, en quelque sorte, des virus, c'est assez logique. Alors, du coup, ce que je voulais insister là-dessus, c'est que ce concept de cellule virale souligne le fait que les virus sont des organismes cellulaires, au moins pendant une partie de leur cycle. Et ça, c'est très important dans le débat, est-ce que les virus sont vivants ou pas, puisque très souvent on dit, seuls peuvent être vivants des organismes cellulaires. Et en 2008, avec Didier Raoult, on avait proposé une nouvelle définition pour les virus. On avait proposé en fait de diviser le monde vivant en deux grands groupes. D'un côté, les organismes codant pour des capsides, les virus. De l'autre côté, les organismes codant pour des ribosomes, les archées, les bactéries et les eucaryotes, donc les trois grands domaines du vivant. Bien sûr, on avait été pas mal critiqué, entre autres, par le fait d'utiliser le terme d'organisme pour les virus, puisque les virus n'étaient pas censés être des organismes. Donc, ce concept de virocell était fait aussi, enfin, disons que ça m'est venu aussi dans ce contexte pour me dire, en fait, les virus sont aussi des organismes. Au passage, donc là, je vais peut-être vous montrer quand même, parce que ça vaut le coup, une amibe infectée par le mimivirus, on peut voir en microscopie optique les virions qui sortent du virus. Ça, c'est assez spectaculaire, puisque, en fait, avant la découverte de ces virus géants, on pouvait observer les virions qu'en microscopie électronique. C'est vraiment tout à fait... C'est un film qui a été pris par Morgan Gaillard, donc un de mes anciens postdocs avec lequel je travaille toujours et qui avait fait sa thèse à Marseille et qui a découvert en particulier quelques exemples de virus infectant des virus. Alors, dans cette définition qu'on avait proposée des virus, comme les organismes qu'on a pour les capsides, elle se basait sur l'observation selon laquelle, en fait, si on l'intérêt pour moi de cette définition, c'est qu'elle était valable pour tous les virus. Et les virus sont très divers. Le plus petit virus connu qui infecte les porcs, il a 2 gènes, 1700 bases, un virus ADN, 2 gènes. Le plus gros virus connu, Pandoravirus, découvert par Jean-Michel Clavry et Chantal Abergel, 2 500 000 bases, environ 2000 gènes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux virus aussi différents? Eh bien, c'est le fait que, d'une part, ils possèdent un ou plusieurs gènes codant pour les protéines de capsides, leur permettant de fabriquer des virions, qui vont leur permettre de se disséminer. Et d'autre part, ils ne possèdent pas les gènes codant pour les ARN et les protéines impliquées dans la synthèse des protéines. Ce genre de définition est intéressante à l'époque de la métagénomique, puisque dans le cadre de la métagénomique, on reconstruit des génomes plus ou moins grands, et pendant très longtemps, si on reconstruisait un génome contenant plusieurs centaines de gènes, c'était automatiquement un génome d'un organisme cellulaire. Et aujourd'hui, ça peut être un génome d'un virus. Et récemment, avec le génoscope, on a découvert les génomes d'un très, très grand nombre de nouveaux virus présents dans l'océan, par exemple, au cours des expéditions de Tara. Et bien là, si on observe que dans le génome reconstitué, il n'y a pas les gènes codant pour les ribosomes, même si c'est un génome gigantesque, il y a de fortes chances pour que ce soit le génome d'un nouveau virus géant. Donc le virion, bien sûr, il est toujours important, c'est la marque de fabrique en quelque sorte des virus. C'est ce qui va distinguer le virus d'un organisme non viral, puisque pour sa réplication, pour sa reproduction, il a besoin de produire
ces virions. Donc en fait, le virus n'est pas que la cellule virale. D'ailleurs, certains virus peuvent infecter différents types de cellules, produisant donc différents types de cellules virales. On est amené à réfléchir à des choses un peu bizarres. Et donc là, maintenant, je dirais un virus peut exister sous 3 formes: le virion, la cellule virale et le génome du virus, intégré ou non. Et le virus est en fait un processus qui englobe ces différentes formes. Là, j'ai découvert au contact de philosophes que souvent ils utilisent ce terme de process aujourd'hui pour désigner différentes choses, mais entre autres, ce concept s'applique bien à la définition de virus. J'ai repris ici la phrase de Jacob: le rêve d'une cellule, c'est de produire du cellule. Bien, le rêve d'une cellule virale, c'est de produire le plus de virions possible. Alors, ce concept de cellule virale a commencé à être repris par un certain nombre de collègues. Il est utilisé maintenant dans un certain nombre d'articles, lorsqu'ils étudient justement toutes les modifications qui se produisent à l'intérieur de la cellule infectée, et en particulier les modifications au niveau du métabolisme. Là, c'est un autre article par d'autres collègues qui parlent du métabolisme de la cellule virale. Et là encore, très souvent, on refuse le statut de vivant au virus en disant qu'ils n'ont pas de métabolisme. Mais en fait, c'est faux. Si on considère le virion, bien sûr, il n'y a pas de métabolisme. Mais si on considère la cellule virale, on voit que le métabolisme cellulaire est complètement reprogrammé. Donc les virus codent eux-mêmes pour un grand nombre de protéines métaboliques, ou bien pour des protéines de régulation qui vont modifier l'activité des protéines de la cellule, de façon à ce que la cellule, au lieu de faire 2 cellules, va faire le plus de virions possible. Alors pour moi, l'intérêt de se focaliser sur la partie intracellulaire du cycle viral, l'intérêt de ce concept de virocell, c'est aussi d'aider à réaliser que les virus ne sont pas simplement des pickpockets de gènes cellulaires, mais les principaux créateurs de nouveaux gènes dans la biosphère. Ça, c'était important pour moi parce que j'ai travaillé avec des collègues évolutionnistes qui avaient beaucoup de mal à concevoir que les virus pouvaient créer par eux-mêmes des gènes et qui, lorsqu'ils étudiaient le génome d'un virus, cherchaient l'origine des gènes essentiellement dans les cellules qui les entouraient. Et alors, il y avait une limite à cela, en ce sens que, très souvent, la plupart des gènes présents dans un génome de virus ou de plasmide, de ce point de vue-là, sont ce qu'on appelle des gènes orphelins. Ils n'ont pas d'homologue dans les cellules aux alentours. Donc, à ce moment-là, on dit, c'est parce que ce sont des gènes qui étaient présents dans les cellules qu'on n'a pas encore découvertes ou des cellules qui ont disparu, etc., etc. Mais très souvent, en fait, ces collègues n'imaginaient pas que ces gènes, tout simplement, étaient apparus chez les virus. Mais en fait, les gènes apparaissent constamment chez les virus par les mêmes mécanismes qui commencent à être connus, qui font apparaître les gènes dans les génomes des organismes non viraux. Et ça explique pourquoi les gènes des virus sont effectivement particulièrement riches en gènes orphelins. Là, c'est 2 papiers qui sont parus durant les 10 dernières années sur le mécanisme de formation des nouveaux gènes dans les génomes de levure, mécanisme de formation des nouveaux gènes dans les génomes de drosophiles. Mais en fait, il n'y a aucune raison que ces mécanismes-là ne se produisent pas dans les génomes viraux, même si ça n'a pas encore été en fait vraiment étudié jusque-là. C'est un champ d'étude qui reste encore ouvert. Alors, du coup, ce qui est important et ce qui va être important pour le rôle des virus dans l'évolution, c'est qu'un très grand nombre de gènes apparus chez les virus se retrouvent ensuite dans le génome des organismes non viraux, les archées, les bactéries ou les eucaryotes. Et ces gènes, du coup, vont pouvoir éventuellement être récupérés par les organismes non viraux pour leur propre fonction. C'est ce qu'on parle, on parle d'exaptation. Donc les virus vont ainsi influencer de façon considérable l'évolution des organismes codant pour des ribosomes. Et étant donné que la quantité de virions est astronomique dans la biosphère, ça on le voit très bien dans les études d'écologie moléculaire, la quantité de gènes viraux est en fait beaucoup plus grande que la quantité de gènes cellulaires. Il y a des échanges dans les 2 sens. Effectivement, les virus, parfois, piquent des gènes aux cellules, mais le flux est beaucoup plus important, à mon point de vue, des virus vers les cellules que des cellules vers les virus, même si c'est très difficile à quantifier. Très peu de gens ont encore essayé. Alors, quelques exemples qui illustrent en fait ce pouvoir des virus au cours de l'évolution. Bon, j'ai déjà parlé de l'histoire des virus, du virus ARN qui est capable, une seule de ces protéines est capable de modifier le phénotype des plantes infectées. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de la syncytine, le fait que une protéine d'un rétrovirus intégré dans le génome des mammifères a été
recrutés pour former la surface du placenta. Les animaux pondent des œufs pour que l'embryon ne soit pas détruit par le système immunitaire de la mère. Et en fait, la formation du placenta, en recouvrant la membrane du placenta de protéines virales qui, au cours de l'évolution, avaient évolué pour échapper au système immunitaire de leurs hôtes, eh bien, a permis aux femelles mammifères de ne plus avoir à pondre d'œufs et de garder leur fœtus à l'intérieur de l'organisme. Comment? Sauf l'ornithorynque. Alors, bon, un exemple également, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler, mais moi, j'ai découvert assez récemment et qui me fascine complètement, c'est le fait qu'une autre protéine de rétrovirus, une autre protéine, cette fois une GAG, a été recrutée par, alors là, je ne sais pas si c'est que les mammifères ou c'est plus large, pour le fonctionnement du système nerveux central. C'est une protéine donc, qui s'appelle ARC, pour Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein, qui est essentielle pour l'apprentissage et la mémorisation. Et cette protéine, elle forme justement la capside du virus, du rétrovirus, donc comme le virus du sida. Et là, nous l'utilisons, nous, hein, on l'a produit en permanence, nous l'utilisons pour reformer une structure de type capside qui va transférer les ARN messagers d'une cellule à l'autre, de l'information entre les cellules nerveuses. Donc ça, c'est des découvertes assez récentes, mais qui montrent vraiment que les protéines qu'on a récupérées des virus, en particulier des rétrovirus, ont joué un rôle fondamental dans l'évolution des vivants. Donc, de mon point de vue, les virus ont pu jouer un rôle important également aux premières étapes de l'évolution cellulaire, pas simplement récemment. Bon, j'ai proposé moi-même, il y a une dizaine d'années, que les virus étaient à l'origine de l'ADN, de la transformation ARN-ADN, je n'ai pas le temps de développer ici. D'autres auteurs ont proposé qu'ils étaient à l'origine de l'enveloppe bactérienne dans la course aux armements entre les virus et les cellules. J'ai proposé que l'origine des mécanismes de réplication de l'ADN dans les 3 domaines cellulaires pourrait également être d'origine virale. Ça, ce sont des hypothèses, mais là, on a pu démontrer avec Jonathan Filet, en 2005, que les mécanismes de réplication et de transcription dans la mitochondrie étaient d'origine virale. En fait, la mitochondrie, j'y reviendrai un petit peu, ce sont d'anciennes bactéries qui ont été récupérées par les cellules eucaryotes comme centrales énergétiques. Elles ont gardé un peu de leur ADN. Et en fait, on s'aperçoit que les mitochondries aujourd'hui répliquent cet ADN et le transcrivent avec des gènes qui étaient présents dans un virus intégré dans le génome de la bactérie intracellulaire à l'origine des mitochondries. Également a été proposé en 2001 par d'autres auteurs que les virus pourraient être à l'origine du noyau des cellules eucaryotes. C'est une hypothèse qui, à l'époque, a fait sourire, même a été violemment critiquée par certains, mais qui, en fait, pas si idiote que ça. Pour ceux que cela intéresse, on a écrit une revue il y a quelques années avec Morgan Gaia sur la question et on vient d'écrire un papier pour Médecine et Sciences qui n'est pas encore sorti. Alors, cette idée apparaissait un peu saugrenue. Au passage, je signale, bien sûr, l'idée, ce n'est pas qu'un virion se transforme en noyau, mais c'est qu'une usine virale ait pu se transformer en noyau ou que des cellules proto-eucaryotes aient pu apprendre des virus comment se former eux-mêmes une usine virale avec leurs chromosomes. Là encore, si on considérait que l'hypothèse était de dire le virion devient un noyau, on l'a trouvé tout de suite stupide. Alors, cette hypothèse, elle a reçu du renfort inattendu par des découvertes spectaculaires ces dernières années. En particulier, la découverte de virus infectant les bactéries est capable de produire la production de noyaux chez ces bactéries. Donc, ce sont les bactériophages, on appelle maintenant ces bactériophages des colovirus ETS, qui codent pour une protéine qui va faire une membrane nucléaire. Les virus, l'ADN viral va se retrouver à l'intérieur de ce noyau, va se répliquer à l'intérieur de ce noyau, et ensuite, eh bien, il va être transféré dans les coques des virions à la surface de ce noyau. Ce qui est aussi assez fascinant, c'est que ce noyau viral est positionné au milieu de la bactérie par une protéine qui est homologue de la tubuline, c'est-à-dire la protéine eucaryote, qui positionne le noyau des cellules eucaryotes chez nous. Donc, on a affaire en fait à une cellule virale à noyau. Alors, l'ADN étant présent et répliqué dans le noyau de la cellule virale,
vous allez dire comment, par exemple, l'ARN messager se retrouve dans le cytoplasme pour pouvoir être traduit. Il faut qu'il y ait des pores nucléaires, en quelque sorte. Alors, dans ce cas-là, on ne connaît pas encore les pores, mais dans le cas du coronavirus, on connaît les pores nucléaires. Ça, les travaux liés au coronavirus, bien sûr, ont permis d'en connaître beaucoup plus sur ce virus. Il produit des usines virales qui sont formées d'une double membrane donc, dans le cytoplasme des cellules infectées. La réplication de l'ARN du virus se fait à l'intérieur de ces usines virales et l'ARN est ensuite excrété dans le cytoplasme à travers des pores. Et là, vous avez la reconstitution d'une pore de coronavirus. La structure est produite par une seule protéine assez géante codée par le virus. Et vous voyez ici, c'est la pore nucléaire d'un noyau de nos cellules, une pore des noyaux de nos cellules. Alors, la pore du coronavirus est plus petite. Il n'y a qu'une seule grosse protéine. Là, c'est une structure absolument gigantesque, mais la ressemblance est quand même frappante. Donc, on peut imaginer effectivement que les virus aient pu jouer un rôle dans la formation du noyau cellulaire. J'accélère. Pas tout à fait. Non, je vais parler de la vie. Donc, les virus ont joué un rôle fondamental au cours de l'évolution. L'évolution darwinienne, en gros, on peut résumer ces variations-sélection. Les virus sont la source numéro 1 de variation du génome, on peut dire. Source numéro 1 de la pression de sélection. Et comme on vient de le voir, pour l'apport de nouvelles fonctions. Et puis la course aux armements entre les virus et les cellules. Alors, pour terminer, je vais quand même poser la question, les virus sont-ils vivants? Et je vais laisser ouvert le débat, vous allez voir. Je vais vous poser la question, est-ce que les virions aussi sont vivants? Alors, c'est une question qui agite beaucoup la communauté des scientifiques. Il y a des gens qui sont farouchement contre. Là, par exemple, vous avez des collègues qui ont publié un papier qui a eu beaucoup de succès dans lequel ils expliquent pourquoi les virus ne sont pas vivants. Je précise qu'ils ne sont pas ni l'un ni l'autre virologistes. Voilà, évolutionnistes. Mais est-ce que c'est une question importante? Alors, je pense que oui, parce qu'en général, j'ai remarqué que les chercheurs, les biologistes qui considèrent que les virus ne sont pas vivants ont tendance aussi à sous-estimer l'importance des virus. Alors, j'ai pris comme exemple des textes de Michel Morange. Alors, j'aime beaucoup Michel Morange, qui était au lycée avec moi. Donc, ce n'est pas une critique de Michel Morange, mais justement, j'étais étonné que lui-même puisse aller dans ce sens. C'était un ouvrage qui est paru sur l'origine de l'évolution de la vie. Il avait écrit un chapitre introductif, et dans ce chapitre, il a passé pas mal de temps à dénoncer le fait de considérer les virus comme vivants. Il a même parlé de la virocelle. Il n'y a pas de symétrie entre une virocelle et une ribocelle. La première a besoin de la seconde n'a pas besoin de la première, etc. Et oui, il a dit considérer les virus comme vivants crée beaucoup de confusion. Enfin, c'est vraiment quelque chose quand même d'assez discuté dans la communauté. Alors, j'ai été étonné de la virulence et puis de la faiblesse de l'argument, parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de symétrie entre les carnivores et les herbivores. Les carnivores ont besoin des herbivores, les herbivores peuvent très bien se passer des carnivores. Donc. Mais la conclusion, c'est qu'après cette introduction dans laquelle Michel Morange expliquait que les virus ne sont pas vivants, il y avait 513 pages de bouquins sur l'origine et l'évolution de la vie, sans aucun mot sur les virus. Ils avaient complètement été évacués de la question. Et là, j'en étais arrivé à me demander, est-ce qu'il n'y a pas un côté psychologique là-dedans? Est-ce que, un peu comme au 19e siècle, on ne voulait absolument pas être des animaux? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on ne veut absolument pas être des virus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que peut-être finalement, si on va au-delà de la notion de virocelle, lorsqu'on est infecté par un virus, on devient peut-être nous-mêmes des virus. Vous voyez, cette Chinoise qui a mis ce masque « Je ne suis pas un virus », bon, elle n'était sans doute pas infectée à l'époque, mais si elle avait été infectée, peut-être qu'elle aurait été aussi un virus, mais nous aussi, pas, bien sûr. Alors, les virus, je vais poser la question, les virions sont-ils vivants? Pourquoi je pose cette question? Alors, j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec un philosophe, Thomas Pradeux, qui m'avait invité à un colloque sur philosophie et micro-organismes il y a quelques années, et qui m'a demandé d'écrire un article pour un journal de philosophie. Donc, j'ai écrit c'est une expérience intéressante pour un biologiste d'écrire un article pour un journal de philosophie. J'ai écrit cet article sur
où j'ai cherché à réfléchir un petit peu sur la vie, qu'est-ce que c'est la vie, etc. Et je suis tombé sur le cas justement des mitochondries dont je parlais tout à l'heure, qui sont d'anciennes bactéries. Alors, les bactéries intracellulaires, tous les biologistes vous diront que c'est vivant. Maintenant, si vous demandez aux biologistes, est-ce qu'une mitochondrie est vivante, tous les biologistes diront, mais non, une mitochondrie, ce n'est pas vivant. Donc, si on pose la question au cours de l'évolution qui a conduit d'une alpha-protéobactérie aux mitochondries, à quel moment la vie a disparu, eh bien, c'est impossible à dire. Est-ce qu'il y a un gène qui correspond à la vie? Avant, on avait ce gène, on était vivant, on a perdu ce gène, on n'est plus vivant. Eh bien, oui. Et on a découvert depuis des bactéries intracellulaires hyper réduites, une centaine de gènes seulement. Est-ce qu'elles sont encore vivantes, pas vivantes? Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de définir une barrière, puisqu'on parle de barrière là, il n'est pas possible de définir une barrière entre un organisme vivant et un organisme non vivant. On peut prendre également le cas des virus et des plasmides. Si je vous dis que le virus est vivant, vous avez ici un virus qui a deux gènes, le plus petit, j'en ai déjà parlé, un gène codant pour la capside, un gène codant pour une protéine de réplication. Si vous le comparez à un plus petit plasmide qui n'a qu'un seul gène codant pour une protéine de réplication, est-ce que ce plasmide est vivant? Tout le monde va dire, ben non, un plasmide, ce n'est pas vivant. Si ce n'est pas vivant, ça veut dire que la vie est déterminée par une protéine, la protéine de capside. Oui, j'en ai arrivé à me dire, mais est-ce qu'on doit arrêter de parler de vie? Mais bon, quand on est biologiste, c'est embêtant de se dire, on va arrêter de parler de vie, d'essayer de définir la vie. Donc, je me suis demandé, est-ce que les entités qui ne sont pas des organismes, comme les organismes cellulaires, les plasmides, peuvent-elles être vivantes? J'ai proposé, en fait, une possibilité pourrait être de considérer que toute entité biologique est vivante aussi longtemps qu'elle fait partie d'un processus vivant, qu'elle reste opérationnelle dans le contexte de ce processus. Donc, tout de suite, et ça, c'est typique des philosophes, ils vont dire, bon, mais qu'est-ce que vous entendez par une entité biologique? Qu'est-ce que vous entendez par un processus vivant? Et donc là, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé un article d'un autre philosophe qui définit la différence entre un individu et un particulier. Alors, pas un individu au sens où on l'a en général, mais un individu et un particulier. Alors, vous allez voir, c'est amusant. Un particulier, c'est tout ce qu'on peut désigner. Donc, le nez, par exemple, on peut désigner, ça c'est un nez. Voilà. Mais un particulier, c'est un individu, c'est un particulier qui en plus peut être défini précisément par ses frontières, justement. Et le nez, on ne sait pas où est la frontière. La montagne, on ne sait pas où est la frontière. Alors qu'un virion, on sait où est la frontière. On peut le définir. Bon, c'est une phrase prise de cet article qui est un peu complexe, mais an individual is a particular which in addition is separate, countable as acceptable clear-cut spatial boundaries and exhibit transtemporal identities. C'est philosophique. Donc, une entité biologique peut être un individu au sens philosophique du terme. Dans ce cadre-là, eh bien, par exemple, une protéine, un chromosome, un plasmide, un virion peuvent être considérés comme des individus, des entités biologiques. J'ai presque fini. Essayez de finir parce que voilà, j'ai presque fini, donc il y aura des questions éventuellement. Voilà, donc j'ai repris pour définir la vie. Certains vont reconnaître mon engagement politique il y a très longtemps. C'est une phrase de Engels, la vie est le mode d'existence des corps albuminoïdes, en 1883. C'est pas si bête. On peut dire la vie est le mode d'existence des individus biologiques. Et ce mode d'existence est un processus historique. Et les virus sont une composante essentielle de ce processus. Et ce sera ma dernière diapo. Donc, sans les virus, nous ne serions pas là pour en parler. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.